Au début des années 1930, reprenant un vieux rêve des tsars, Staline souhaite joindre Moscou à la Baltique par une voie fluviale. Il entreprend des travaux gigantesques pour l'aménagement des voies d'eau, canal reliant la Moskova à la Volga, barrage de Rybinsk, etc. Pas moins de 22 écluses, des canaux et des aménagements fluviaux permettent de relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Des millions de Russes déportés au goulag par Staline sont morts sur ces chantiers. Alors que la distance des deux villes est de 650 km par la route, nous en ferons près de 2000 en bateau. Dans les années 1980, une trentaine de bateaux de croisière ont été construits dans les chantiers d'Allemagne de l'Est. Rénovés au début des années 2000, ils naviguent toujours pour les touristes de toutes les nationalités. Ces canaux servent aussi au transport de lourdes charges, bois, sable, gravier, etc. Nous avons effectué notre croisière à bord du Georgi Tchitcherin, du nom du ministre des Affaires étrangères russe de 1918 à 1930. C'est un bateau de 129 mètres de long, 17 de large, 3800 tonnes, 4 ponts de cabine et un pont-soleil, qui peut filer à 14 nœuds. À Moscou, le bateau est amarré au port fluvial, créé aussi dans les années 1930. Il est relié à la Moskova par un canal et 5 écluses. Le port est à 42 mètres plus haut que Moscou. À notre arrivée sur le bateau, nous découvrons notre cabine. Pas très grande, mais avec 2 couchettes, des placards et un coin toilette avec douche. Entre les visites de villes, de musées, de palais et monastères, la vie s'organise à bord. Il faut découvrir les couloirs, les salles de restaurant, les bars, les salles de réunion et distinguer les différents ponts. La nourriture est bonne, variée et bien présentée. Notamment les fromages. Avant le départ du port, nous participons au traditionnel défilé de mode qui consiste à enfiler pour les essayer les gilets de sauvetage. Pendant la navigation, les animations sont mises à notre disposition. Cours de russe, dégustation de vodka, chants, conférences, bals, etc. On peut aussi se contenter d'admirer le paysage depuis un des ponts du bateau. Et le passage des écluses constitue un bon spectacle à lui tout seul. Une fois bien installés sur notre bateau, nous pouvons partir à la découverte de Moscou, ce qui commence par des bouchons. Arrivé au centre de Moscou, petite déception. La place rouge est réquisitionnée pour la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de foot. Elle n'est pas accessible. De même, nous ne verrons Saint-Basile le Bienheureux que de loin. Nous commençons par la relève de la garde au Kremlin. En russe, Kremlin signifie forteresse. Et c'est un lieu de pouvoir, mais aussi de culte. Contournant le Kremlin, voici le musée national d'histoire avec la tour de l'Arsenal et la statue du maréchal Zhoukov.
Beaucoup de monuments ont été détruits dans les années 1930 sur l'ordre de Staline. Depuis le début des années 1990, la reconstruction de nombreux bâtiments a été lancée. La porte de la Résurrection a été refaite. Par la rue Saint-Nicolas, parée pour les illuminations nocturnes, nous accédons à la cathédrale Notre-Dame de Kazan, rebâtie entre 90 et 95. À côté, le GUM, magasin mythique du centre de Moscou et qui a beaucoup changé en 30 ans. En passant par la porte de la Trinité, nous pénétrons dans le Kremlin. Le premier Kremlin de Moscou, en bois, aurait été édifié en 1147. Sur la place des cathédrales, 5 églises plus ou moins imbriquées dans les bâtiments voisins. Le beffroi et le clocher d'Ivan le Grand. Dans la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, les tombeaux des premiers tsars. Le tsar des cloches a été fondu en 1735 et pèse 202 tonnes. Elle est tombée en 1737 d'un beffroi en flammes et elle s'est brisée. Toujours la folie des grandeurs, le tsar des canons. Les boulets font près d'1 mètre de diamètre et pèsent 890 kg. Le canon pèse 40 tonnes et date de 1586. De nombreux bâtiments officiels, comme le Sénat, occupent le reste de l'enceinte du Kremlin. Avant de sortir du périmètre du Kremlin, nous visitons le palais des Armures, où est exposée une partie du fabuleux trésor des tsars. On peut y voir des bijoux, des œufs de Fabergé, des carrosses, des armes, des armures, des trônes, des habits de cour. Alors nous allons visiter le monastère de Donkoï, créé en 1512 par le tsar Fiodor Ier. Le sol en plaque de fonte permettait de chauffer l'église l'hiver. Sur le mur d'enceinte se trouvent des bas-reliefs en marbre provenant de la démolition de la cathédrale Saint-Sauveur par Staline. Le cimetière du monastère contient des tombes de personnages célèbres. On ne peut visiter Moscou sans visiter quelques stations du métro. Les anciennes stations du métro sont réputées être les plus profondes et les plus belles du monde. Осторожно, двери закрываются.
Avant de revenir sur le bateau, un petit détour par la colline du souvenir, la colline Poklonaya. Sur cette colline, des monuments célèbrent la victoire des Russes sur les armées de Napoléon et sur les armées nazies. Voici la cathédrale Saint-Sauveur. Elle fut construite une première fois en 1832, rasée en 1931 par Staline qui voulait la remplacer par une tour géante de 400 mètres. Projet irréalisable sur un sol trop meuble. Khrouchtchev la remplaça par une piscine en 1960. Mais les moscovites ouvrirent en 1988 une souscription pour rebâtir la cathédrale à l'identique. Elle a été consacrée en 1999. Les bas-reliefs en bronze sont les copies de ceux en marbre que nous avons vus au monastère de Donkoy. Nous terminerons la visite de Moscou par la galerie Tretiakov, fabuleux musée consacré à la peinture russe, peu connue dans le monde occidental. On peut y voir de nombreux tableaux représentant la vie en Russie entre le Xe et le XXe siècle. Plus de 1700 tableaux et dessins avaient été réunis par Pavel Tretiakov à la fin du XIXe siècle. La collection a été enrichie depuis. Après avoir gagné notre bateau, nous levons l'ancre en direction d'Ouglitch. Pendant la navigation, nous avons tout loisir d'admirer le paysage et le passage des écluses, dont celle de Kimry qui nous amène sur la Volga. Au passage à Kaliazine, nous faisons le tour du clocher de l'ancienne ville basse, submergée par les eaux de la Volga après la construction du barrage. Malgré toutes les démolitions effectuées sur l'ordre de Staline, il reste encore beaucoup d'églises et actuellement de gros efforts sont faits pour les restaurer. Par une allée bordée de tilleuls, on accède au Kremlin d'Ouglitch. Ouglitch existait déjà en 937, comme en attestent les documents. La cathédrale de la Transfiguration du Sauveur fut édifiée en 1713 et à côté le clocher en 1730. L'iconostase. Le plus ancien bâtiment du Kremlin, le palais du tsarevitch Dimitri, construit vers 1490, a été restauré en 1830. Au bord de la Volga, la ravissante église de Saint-Dimitri sur le sang versé, construite à la fin du XVIIe siècle pour commémorer la mort du jeune Dimitri. En 1584, à la mort d'Ivan le Terrible, sa femme Maria Nagaya et leur plus jeune fils Dimitri y sont exilés. En 1591, Dimitri meurt, tombé accidentellement sur un poignard, ou assassiné sur ordre de Boris Godunov. L'énigme reste entière à ce jour. La cloche qui aurait sonné le glas pour Dimitri a été mise à terre par punition. Le sol chauffant en fonte, l'iconostase.
Adam et Ève représentés tout nus. C'est exceptionnel dans une église orthodoxe. Une maison traditionnelle en construction. Nous reprenons notre navigation sur la Volga vers Iaroslavl. De bon matin, route vers la ville depuis le port. La visite commence par le monastère de la Transfiguration du Sauveur. Au pied des cellules des moines, des ruches ont été installées dans des maquettes de maisons traditionnelles. Dans l'enceinte du monastère se trouve la cathédrale, rebâtie en 1516, plusieurs églises et de charmants parterres de fleurs. À 60 km de Iaroslavl, Rostov le Grand et son magnifique Kremlin. L'impressionnant mur d'enceinte entoure le Kremlin sur plus d'1 kilomètre. 6 églises sont imbriquées et des passages couverts à hauteur du premier étage permettent de passer d'un bâtiment à l'autre. L'église de Saint-Jean l'Évangéliste. Nous remontons la Volga vers le nord, traversons le réservoir de Rybinsk et continuons notre navigation vers Goritsi. Le monastère de Tolga, fondé au XIVe siècle, où se trouve la Vierge de la Tendresse qui aurait miraculeusement guéri le pied d'Ivan le Terrible. À Rybinsk, la cathédrale de la Transfiguration. Après le passage de l'écluse, la statue de la Matouchka Volga, la petite mère.
dimanche matin, thé russe offert sur le pont. Le monastère de Goritsi est en réparation et nous filons vers le monastère Saint-Cyril de Kirillov sur les berges du lac Siverskoye. Le monastère fut fondé en 1397 par Saint Cyril du lac Blanc. L'enceinte du monastère mesure 2 km de long. Une partie du monastère est transformée en musée liturgique et présente aussi de magnifiques dentelles qui étaient faites dans le monastère. Retour au bateau où nous profitons d'un moment de calme pour fêter quelques anniversaires. Le bateau traverse parfois des zones marécageuses peu profondes. Il doit alors suivre strictement le passage balisé. Notre sillage fait parfois quelques dégâts sur les berges. Cette étrange coléoptère dessert les petits villages perdus au bord du lac Onega. Après avoir traversé le lac Onega, nous débarquons sur l'île de Kiji, point le plus au nord de notre voyage, à 62 degrés de latitude nord. L'église de la Transfiguration, en chantier d'entretien, comporte 22 bulbes. L'église de la Vierge n'en a que 9. Elles sont montées sans clous ni vis et entourées d'un enclos. Les tuiles des bulbes et des églises sont faites une par une, à la main, en bois de tremble, qui leur donne cet aspect argenté. L'intérieur de l'église de la Vierge a une scène de la Dormition. C'est l'Assomption pour les catholiques. D'autres bâtiments en bois ont été transportés ici pour enrichir le patrimoine de l'île. Un moulin,
Une maison traditionnelle avec son poêle, son métier à tisser, son samovar, ses greniers. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил, бросил свои. Une petite église. Nous traversons le lac Onega et descendons la rivière Svir jusqu'à Mandroga. L'écluse du Haut-Svir, avec ses 24 mètres de dénivellation, est la plus haute du trajet. Des bites d'amarrage flottantes empêchent le bateau d'avancer ou de reculer lorsque le niveau de l'eau varie, sans avoir à jouer sur la longueur des amarres. Mandroga est en fait une halte récente pour se détendre les jambes avant d'arriver à Saint-Pétersbourg. Créé en 1996, c'est un village artificiel construit pour les touristes. Le soir, à bord, repas du commandant et concert par la chorale des passagers. Et nous voilà à quai pour 3 jours de visite à Saint-Pétersbourg. Créée à partir de 1703 par Pierre le Grand, la ville devient capitale de la Russie en 1712. Elle le restera jusqu'à la Révolution en 1918. Sur le delta de la Neva, Saint-Pétersbourg, construite sur des îles, est surnommée la Venise du Nord à cause de ses palais et de ses canaux. Quelques-uns des 340 ponts qui relient les différentes parties de la ville. Elle est riche de 250 musées
et de plus de 4000 monuments protégés. Le monastère Smolny, avec la cathédrale de la Résurrection, a été construit à la demande d'Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, vers 1748. Le couvent adjacent devait accueillir les veuves de la noblesse. À son avènement, Catherine II y ajouta un couvent pour les jeunes filles nobles ruinées. La cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé a été érigée sur le lieu de l'assassinat du tsar Alexandre II, le tsar libérateur, en 1881, au bord du canal Griboïedov. Notre-Dame de Kazan, construite entre 1801 et 1811, rappelle un peu Saint-Pierre de Rome. La cathédrale Saint-Isaac, bâtie entre 1818 et 1858 sur le modèle de Saint-Paul de Londres. La statue de Nicolas Ier. La cathédrale Saint-Nicolas des Marins, construite par Élisabeth dans le même style baroque russe que Smolny, entre 1752 et 1762. Nous embarquons sur un petit bateau pour une promenade sur la Fontanka et la Neva, bordée de magnifiques palais. Le croiseur Aurore, dont le canon donna le signal de la Révolution le 25 octobre 1917. Débarquant de ce petit bateau, nous allons visiter la forteresse Pierre et Paul, qui a été créée en même temps que la ville en 1703. Au milieu de la forteresse, la cathédrale Saint-Pierre et Paul est dominée par sa flèche, haute de 123 mètres. C'est ici que sont enterrés les tsars et leurs familles, depuis Pierre Ier. Les sarcophages verts et roses sont ceux du tsar Alexandre II et de son épouse. Au passage, nous admirons les ponts sur la Neva, dont la partie centrale est relevée la nuit pour laisser passer le trafic des grands bateaux. Nous retournons passer la nuit sur notre bateau à travers des banlieues qui grandissent à toute vitesse. Le soleil se couche sur Saint-Pétersbourg pour la nuit la plus courte de l'année. Le matin, départ pour la découverte d'une petite partie du fabuleux musée de l'Ermitage, installé dans le gigantesque palais d'hiver.
Dès l'entrée, nous empruntons l'escalier d'honneur. Nous ne pourrons visiter qu'une faible partie des 1000 salles d'exposition et ne verrons que quelques-uns parmi les dizaines de milliers d'objets exposés, dont environ 16 000 toiles et tableaux. La salle Pierre-le-Grand ou petite salle du trône. La salle des armoiries. La galerie militaire avec les 332 portraits de généraux qui se sont battus contre Napoléon. La marqueterie des parquets a été refaite à l'identique. La salle du pavillon où se trouve l'horloge au pont. L'ancienne salle de billard de Catherine II. Deux Rembrandt parmi les plus célèbres, Saskia en Flore et Le retour du fils prodigue. Tsarskoye Selo, le village du tsar, va nous abriter de la pluie. À une trentaine de kilomètres au sud-sud-est de la ville, ces terres furent offertes par Pierre Ier à sa femme Catherine, future impératrice. En 1711, elle commença par y faire élever un petit palais. Plus tard, ce palais fut aménagé et embelli sur ordre d'Élisabeth, dans le même style que Smolny et Saint-Nicolas des Marins. Le palais a terriblement souffert pendant le siège de Leningrad de 1941-1944. Il est maintenant merveilleusement restauré. C'est ici l'apothéose du baroque russe rococo. L'immense et solennelle salle du trône de 846 mètres carrés. L'éblouissant salon d'ambre, aux murs entièrement recouverts de plaquettes d'ambre de tous les tons. La pluie s'étant arrêtée, nous pouvons faire un petit tour dans les jardins. Dernier jour à Saint-Pétersbourg, visite de Peterhof, le palais d'été, la modeste datcha des tsars, à l'ouest de la ville, sur les bords du golfe de Finlande. Après une visite en France, Pierre Ier voulut un palais à l'image de Versailles, célébrant Neptune. Les travaux furent exécutés entre 1714 et 1723. Quasiment détruit pendant la guerre, tout comme Tsarskoye Selo, Peterhof a maintenant retrouvé son éclat. Visite de l'intérieur du château, où l'on n'a pas plein l'or, tout comme à l'extérieur, sur les dômes et les statues. L'escalier d'honneur de Rastrelli. La salle de bal. Dans la salle du trône, le portrait de Catherine II. La salle des portraits.
Les eaux de la grande cascade, ornées de 37 statues en bronze doré, coulent dans le canal qui conduit à la Baltique. Les jardins. Retour en ville pour découvrir le palais Yusupov sur les bords de la Moïka. C'est un des plus beaux palais de la noblesse russe. Il est célèbre car Raspoutine y fut assassiné dans la nuit du 16 décembre 1916. Un petit musée de cire présente les comploteurs attendant leurs victimes. Les détails de cet assassinat n'ont jamais été connus avec précision. Les récits que l'on possède sont contradictoires. Mais le palais, aux pièces confortablement meublées, renferme aussi un merveilleux petit théâtre privé à l'acoustique remarquable. La perspective Nevski est l'artère principale très animée de Saint-Pétersbourg. Cette avenue traverse de façon rectiligne la ville d'ouest en est. À l'extrémité ouest, le bâtiment de l'Amirauté avec sa flèche de 72 mètres, presque en face de la forteresse Pierre et Paul. L'avenue est bordée de bâtiments célèbres, comme celui qui appartenait à la société Singer, les machines à coudre, ou la pâtisserie de luxe Eliseïev. Petit moment de repos sur la place Ostrovski, près de la statue géante de Catherine II. Et pour terminer notre séjour, nous allons assister à un spectacle de danse et de chant traditionnel cosaque.